Chers amis, chers auditeurs, bienvenue dans ce deuxième épisode de la revue de presse de la Coronapocalypse. Pandémie qui prend de l'ampleur, grogne des policiers en Meurthe-et-Moselle, trafic de masques, instauration d'un couvre-feu à Nancy, arnaqueurs profitant de la crise, professeur Raoult, le Gaulois contre Big Pharma, scandale d'État, fin de l'Union Européenne et petite discussion entre amis au gouvernement. Vous ne savez plus où donner de la tête au milieu de toutes ces infos, et c'est bien normal. Mais pas de panique. François-Xavier et Perceval Le Lorrain sont là pour vous aider à synthétiser. Vous voulez tout savoir sur l'actualité locale, nationale et internationale de cette dernière semaine en 20 minutes ? Alors attachez vos ceintures les gros. Vous n'êtes pas à l'écoute de Radio Londres, mais bien de Radio Lorraine Enragée. Chers auditeurs, on commence immédiatement avec les chiffres de la pandémie. Sur le site actu.fr, on nous annonce 580 morts dans le Grand Est et 701 patients en réanimation. Il est écrit « Le bilan s'alourdit dans le Grand Est avec 580 morts, une hausse de 74 morts en seulement 24 heures. Le nombre de cas en réanimation continue d'exploser. C'est le bilan officiel au jeudi 26 mars 14h. Selon Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, la mortalité est en hausse de près de 30% en une semaine dans la région. On poursuit avec le manque de masques, encore et toujours. Dépourvu de masques à Nancy, le ton monte chez les policiers, nous rapporte ici c'est nancy.fr. Sur le territoire de la Direction départementale de la sécurité publique de Meurthe-et-Moselle, DDSP, où le travail s'effectue désormais en mode dégradé, une centaine de fonctionnaires seraient déjà confinés pour des suspicions avancées et un cas positif déjà confirmé, celui d'un fonctionnaire de terrain évoluant à l'hôtel de police de Nancy, touché par le coronavirus et hospitalisé en service de réanimation au CHRU de Nancy. Principale réponse de l'État pour endiguer la propagation de l'épidémie, les gestes barrières et les mesures de distanciation sociale. Pourtant, celles-ci restent difficilement applicables pour les policiers appelés à se rendre pour le terrain. Ouvrez les guillemets, difficile par exemple de maintenir une distance dans les véhicules. La réalité, c'est qu'on s'autocontamine et que nous sommes potentiellement nous-mêmes vecteurs de l'épidémie de Covid-19. Cette situation sacrifie les policiers et met en danger la population, s'insurge Abdel Nahas, délégué syndical FO, appelant aussi à généraliser les tests de dépistage pour écarter ou confirmer les cas suspects dans les rangs des forces de sécurité. Il avertit également, si les moyens de protection font défaut dans les services, les policiers ne feront que les missions réellement urgentes et ne procéderont plus au contrôle de confinement. Autrement dit pour les forces de police, d'exercer leur droit de retrait. Pas de masque, pas de contrôle. Du côté du personnel soignant, une infirmière libérale thionvilloise interrogée par le Républicain Lorrain appelle au secours. Actuellement, la région Grand Est est l'une des plus touchées en France par le coronavirus. Les infirmiers libéraux ont été recensés pour intervenir, le cas échéant, au domicile des patients positifs au Covid-19, dont l'état ne nécessite pas d'hospitalisation, mais une surveillance. Nous manquons de matériel et sommes toujours dans l'attente de celui que l'État nous a promis. L'infirmière profite de la tribune pour lancer un appel. Je demande aux personnes de respecter le confinement, car cela sauve des vies. J'en appelle également à l'entraide. Vendredi par exemple, j'ai demandé au directeur de la concession Citroën de Thionville, Cédric Meudler, s'il pouvait nous venir en aide en nous fournissant du matériel de protection pour l'intérieur du véhicule. Ceci afin de limiter la contamination intérieure de nos véhicules, sièges, volants, levier de vitesse. Mais également des combinaisons de peintre avec des gants pour notre protection personnelle. Il a accepté sans hésiter, et le tout gratuitement. Je le remercie de tout cœur. Je pense qu'en France, nous sommes capables de nous aider mutuellement. Il faut solliciter les gens qui possèdent des masques, des gants, des charlottes jetables, des tabliers à usage unique, etc. Je leur demande donc de donner ce matériel aux personnes qui en ont vraiment besoin. À ceux donc qui se reconnaîtront dans cette description, merci de répondre à l'appel. Une autre infirmière libérale sur France 3 Grand Est témoigne « Je crains plus les braquages de masques que le Covid-19 ». Les infirmières libérales sont éreintées, physiquement et nerveusement. Il y a eu d'abord la peur de ne pas avoir assez de masques pour travailler dans des conditions sécurisées. Il a fallu économiser son matériel de protection pour se protéger et protéger leurs patients. Aujourd'hui, nous avons 18 masques FFP2 par semaine. Ça y est, enfin, souffle l'infirmière. Mais la pénurie généralisée de masques entraîne un autre stress, celui de se faire agresser. Les denrées rares engendrent du trafic. Le virus, les infirmières libérales ont appris à s'en protéger. Je crains plus les braquages que le Covid. Je ne veux pas risquer ma vie pour 2 masques, s'inquiète-t-elle.
L'infirmière qui témoigne dit avoir enlevé le caducée, symbole médical, de sa voiture. Des exemples, les personnels soignants les accumulent. Pour preuve, cette autre infirmière libérale qui s'est fait voler tout son matériel de protection à Schiltigheim à 20h ce dimanche 22 mars. Elle sortait de son cabinet à l'issue de sa tournée médicale. Même scénario dans le quartier de l'Esplanade. Ce lundi 23 mars, une collègue s'est fait dérober tout son véhicule de service. Autre exemple, un camion a été dérobé d'une bonne partie de sa marchandise entre Langres et Nancy, en début de semaine. Des centaines de masques destinés au personnel de santé, leur outil de travail. De sources policières, la crise sanitaire engendre un tout nouveau trafic. Ouvrez les guillemets, les masques se vendent dans la rue, dans la cité de Haute-Pierre notamment. Où les gens les trouvent-ils sinon ? Un énième méfait perpétré par des chances pour la France ? On passe aux Vosges, département qui s'est rendu tristement célèbre nationalement cette semaine avec le record de 20 morts dans l'EHPAD de Cornimont. Des cas de contamination chez les urgentistes à Épinal, et c'est Vosges Matin qui nous le rapporte. Marc de Talancé, patron du SAMU 88, nous rapporte les faits et fait un point sur la situation sanitaire. Le pic est passé, nous sommes sur un plateau désormais, rapporte-t-il en parlant du volume des appels enregistrés par ses équipes. Mais le nombre de cas graves est en augmentation chaque jour. C'est ce que constatent également les différents services des urgences dans les hôpitaux vosgiens. Ouvrez les guillemets, les urgences ne sont pas engorgées car les urgences dites classiques sont moins nombreuses en raison du confinement. Mais le nombre de cas lourds est très élevé, vous explique-t-il. Ces cas sont surtout très chronophages pour les équipes médicales qui sont sur le pont. Les effectifs restent en situation tendue dans les services d'urgence. Mais on arrive à faire face car beaucoup de médecins, infirmiers ou aides-soignantes ne comptent pas leurs heures de travail depuis le début du mois, conclut M. de Talancé. L'article note aussi des cas d'urgentistes touchés à Saint-Dié et Remiremont. On passe à une partie centrée sur la métropole nancéienne. Le maire de Nancy, Laurent Hénart, annonce la création de 4 centres de soins Covid-19. C'est ce que nous rapporte France Bleu Sud-Lorraine. En partenariat avec l'Agence régionale de santé du Grand Est et les professionnels de santé, le maire de Nancy annonce la mise à disposition de 4 gymnases pour y installer des centres de soins consacrés au coronavirus. Ils accueilleront des médecins, des infirmiers, des kinésithérapeutes notamment. Ces structures permettront d'aiguiller les patients qui ressentent des symptômes du Covid-19, de leur donner des premiers traitements ou de les orienter vers le CHRU de Nancy au besoin. Selon Laurent Hénart, ces centres, grâce aux laboratoires locaux, pourront réaliser des tests de dépistage sous contrôle médical. Le premier centre sera situé au gymnase du Placieux, à Villers-lès-Nancy, opérationnel dès le mercredi 1er avril. Lu dans l'Est républicain, un TGV médicalisé devrait évacuer des patients de Nancy vers d'autres hôpitaux ce week-end. Olivier Véran, ministre de la Santé, a indiqué jeudi soir sur France 2 dans l'émission Vous avez la parole que plusieurs patients atteints du Covid-19 pourraient être transférés de Nancy vers d'autres hôpitaux en France. Ce transfert pourrait avoir lieu dans la soirée de samedi. Ce train a une capacité de 20 patients. Laurent Hénart, maire de Nancy et président du conseil de surveillance, précise « Nous avons encore de la capacité d'accueil sur le CHRU de Nancy, mais l'épidémie s'aggrave en Lorraine et en Champagne. Il est important que nous commencions à faire de la place à Nancy, à reconstituer une réserve capacitaire, même si nous pouvons aller jusqu'à 140 lits, dont 100 hyper équipés. » Le CHU de Nancy qui alerte sur la recrudescence des blessures à la main sur France Bleu Sud-Lorraine. Si le nombre d'urgences baisse à cause du confinement, ce n'est pas le cas des blessures à la main qui, elles, sont en augmentation. Cela est dû aux activités de loisirs que les gens pratiquent chez eux, et notamment celles liées au bricolage et au jardinage. Alors messieurs, arrêtez de faire les cons avec votre scie sauteuse et la tondeuse à gazon, c'est vraiment pas le moment. Nancy va désormais elle aussi avoir droit à un couvre-feu, comme toutes les 20 communes de la métropole. La préfecture de Meurthe-et-Moselle a publié ce vendredi 27 mars l'arrêté instaurant un couvre-feu sur le territoire de la métropole du Grand Nancy, chaque soir afin de faire respecter le confinement. L'idée lancée dans le débat public local par le maire de Nancy Laurent Hénart a été reprise par les autres maires de la métropole. France Bleu Sud-Lorraine rapporte les modalités du dit confinement. Entre autres, le déplacement de toute personne est interdit de 22h à 5h, sauf les trajets domicile-travail, ceux pour motif de santé, pour motif familial impérieux ou pour participer à des missions d'intérêt général. Entre 5h et 22h en journée, tout rassemblement de plus de 2 personnes âgées de plus de 10 ans est interdit. Enfin, et pour finir sur une bonne note à Nancy, et c'est France Bleu qui nous le rapporte, la réserve civile de la ville mobilisée pour distribuer des repas avec les Restos du Cœur. Une première mission est donnée à la réserve civile de Nancy. Dans le contexte de l'épidémie de coronavirus, la centaine de réservistes inscrits est invitée à s'engager pour soutenir les Restos du Cœur.
L'association souffre en effet du manque de bénévoles, indisponibles pendant cette période de confinement. 3 distributions de colis repas seront organisées à partir de la semaine prochaine, les lundis, mercredis et vendredis, de 10h à 12h et de 14h à 17h. On finit cette partie locale avec quelques nouvelles fraîches de nos amis alsaciens. Alsaciens qui, c'est bien connu, portent les Lorrains dans leur cœur. Et c'est précisément à ce titre que la préfecture du Haut-Rhin nous met en garde contre les arnaques. En ces temps de crise sanitaire, certaines personnes sans vergogne rivalisent de l'imagination pour profiter de l'inquiétude et de la peur des gens. Et c'est le quotidien L'Alsace qui en dresse la liste. Pêle-mêle, faux dépistage, sites frauduleux prétendant vendre des médicaments efficaces contre le virus, faux policiers qui demandent de payer l'amende de 135 € pour non-respect du confinement sur place, arnaqueurs prétextant une décontamination obligatoire de votre domicile pour pouvoir s'y introduire, faux appels à la solidarité via des financements participatifs. Décidément, les salauds ne manquent jamais durant les temps troublés. Toujours en Alsace, via le quotidien du même nom, on apprend sur le direct de la journée du 26 mars que l'adoration eucharistique perpétuelle au Mont Saint-Odile a été interrompue pour la première fois depuis 1931, et que la Suisse, pour passer du coq à l'âne, a envoyé son armée pour appuyer les douaniers qui contrôlent les frontières. Environ 8000 militaires sont donc affectés à la surveillance des frontières avec l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche et la France. Un acte fasciste de plus de la part du voisin helvète. En parlant de fascisme, je laisse désormais la parole à mon comparse aux ancêtres venus de la botte italienne, le bien nommé François-Xavier Consoli, qui va effectuer un petit tour pour vous de l'actualité nationale et mondiale. Merci cher Perceval, bonjour ou bonsoir chers auditeurs. Dans l'épisode Raoul contre l'humanité, depuis les déclarations du professeur Didier Raoult que vous connaissez tous maintenant, infectologue et professeur de microbiologie, la foudre s'abat sur cette espèce de Gaulois réfractaire. En effet, cette espèce de panoramix à la barbe un peu moins longue expliquait dès le 19 mars dernier que l'usage de l'hydroxychloroquine dans le traitement du virus s'avérait efficace. Rappelons que cette molécule est commercialisée sous le nom de Plaquenil et est inscrite sur la liste des substances vénéneuses depuis le 13 janvier 2020 par une demande qui s'était faite en 2018 de son principal producteur en France, Sanofi, via l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Le professeur Raoult et l'Institut IHU Méditerranée Infection dont il est à la tête défendent pourtant bec et ongle l'usage de ce produit, ce qui n'est pas du goût de tout le monde dans la faculté, vous l'aurez compris. Nombreux médecins, notamment parisiens, sont tombés sur le poil du professeur marseillais, lui reprochant, entre autres, une approche scientifique un brin brouillonne, pourrait-on dire. De plus, le protocole scientifique exigeant du temps, les conclusions de Didier Raoult sont peut-être un petit peu trop hâtives. C'est ce que rappelle d'ailleurs Karine Lacombe, infectiologue réputée, chef de service à l'hôpital Saint-Antoine de Paris, qui torpille donc les travaux du professeur Raoult en parlant d'un essai contestable sur le plan scientifique, de faux espoirs de guérison, et elle se dit d'ailleurs écœurée par la situation marseillaise. Il n'en demeure pas moins que l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM, a lancé le 24 mars dernier un essai clinique européen destiné à évaluer 4 traitements expérimentaux contre le Covid-19. Et parmi ces traitements, nous trouvons celui à base d'hydroxychloroquine. Une accélération qui laisse supposer que Didier Raoult a pris l'Institut de court. Il ne s'agirait pas bien sûr de perdre un marché juteux pour la création d'un nouveau médicament ou voire d'un vaccin, alors que le traitement existerait déjà, vous l'aurez compris. Rappelons que le mari de l'ancienne ministre de la Santé, Yves Lévy, était à la tête de l'INSERM de 2014 à 2019. Comme dirait l'autre, c'est un peu la famille. À croire que la trouille fut un petit peu plus forte que le gain, puisque un protocole donc de recherche a été lancé, et le président et les ministres pouvant être éventuellement devant la cour de justice une fois la crise passée, il faut bien évidemment couvrir ses arrières. Rappelons que notre chère Agnès Buzyn, qui n'est plus ministre, mais qui est désormais candidate à la mairie de Paris, précisait au Monde, au lendemain de l'annonce du confinement, donc le 16 mars dernier, « Je savais que la vague du tsunami était devant nous ». Notre chère Agnès Buzyn avait expliqué avoir prévenu dès janvier le Premier ministre que les élections municipales ne pourraient sans doute pas se tenir. Bon, elles se sont tout de même tenues. Et nous vous mettrons en description l'intervention donc, du père Raoult qui, dès 2006, en plein épisode de grippe aviaire, comme d'autres virologues d'ailleurs, avait alerté sur le mauvais état de préparation de la France face à un risque d'épidémie d'infection respiratoire. Selon France Info Provence,
Le gouvernement a autorisé donc ce jeudi 26 mars le traitement par hydroxychloroquine des patients atteints par le coronavirus Covid-19. La prescription du médicament antipaludique reste toutefois soumise à un cadre très strict, réservé à certains médecins spécialistes. Comme le précise le décret paru au journal officiel donc le 26 mars hier, l'hydroxychloroquine et l'association Lopinavir-Ritonavir peuvent être prescrits, dispensés et administrés sous la responsabilité d'un médecin aux patients atteints par le Covid-19 dans les établissements de santé qui les prennent en charge, ainsi que pour la poursuite de leur traitement si leur état le permet, et sur autorisation du prescripteur initial à domicile. Toujours selon France Info Provence, au sein même du conseil scientifique Covid-19, les désaccords se multiplient. Trop d'ailleurs pour le professeur Didier Raoult, qui le 24 mars dernier, rappelons-le, a claqué la porte du Haut Conseil de Santé Publique et annoncé ne plus vouloir participer aux réunions avec le président de la République. À ce propos, notre cher Premier ministre Édouard Philippe déclare dans Le Parisien la crise va durer, il va falloir tenir. Le Premier ministre a pris la parole donc ce vendredi pour mettre en garde contre la vague qui déferle actuellement sur la France. Donc j'espère que vous avez fait quelques petits stocks, ça va durer. À propos de Édouard Philippe et Agnès Buzyn dont nous avons parlé précédemment, dans le Figaro donc, du 26 mars dernier, une pétition de soutien, le Figaro nous apprend qu'une pétition de soutien en ligne recueille déjà 200 000 signatures, une pétition pour un dépôt de plainte, ni plus ni moins, contre Édouard Philippe et Agnès Buzyn. Un collectif de soignants a porté plainte contre le Premier ministre et l'ancienne ministre pour mensonge d'État. Pétition qui a été mise en ligne samedi dernier, pour soutenir leur démarche. Selon le Canard, sorti le 25 mars dernier, donc mercredi, ce dernier nous rapporte que nos chères banlieues et cités de l'enrichissement bénéficient d'un régime un petit peu particulier. Le ministre de l'Intérieur ainsi que plusieurs préfets ayant, je cite, relâché la pression face au régime de confinement, toujours pas respecté dans ces lieux de paradis. Nous allons d'ailleurs en lire quelques petits extraits. Le 18 mars, lors d'une visioconférence avec les préfets de zone de défense, dont le Canard s'est procuré le compte-rendu, le secrétaire d'État Laurent Nunez avait affirmé « Ce n'est pas une priorité que de faire respecter dans les quartiers les fermetures de commerce et de faire cesser les rassemblements. » Et en parfait petit soldat, le Canard précise, le préfet de la zone sud-est, Pascal Maillot, dernier patron des renseignements généraux, a opiné et affirmé qu'il ne fallait pas mettre le feu aux banlieues en essayant d'instaurer un strict confinement. Son collègue du Nord trouve même une vertu au maintien de l'ouverture des commerces de nuit, ils exercent une forme de médiation sociale. Selon France Bleu Haute-Garonne, du 24 mars dernier, la manufacture Regain fabrique à Castres des masques gratuits pour protéger les pompiers de toute la France. En effet, les pompiers n'ont rien pour se protéger. Un cri d'alarme entendu par la manufacture Regain, qui leur fabrique également des pulls. Depuis quelques jours, l'entreprise castraise a lancé une production donc de masques. Comme quoi, relocaliser, c'est l'avenir. Au niveau de l'Europe et international, selon LCI du 26 mars dernier, 8 opérateurs européens, dont Orange, vont fournir les données de localisation de leurs clients. La Commission européenne a demandé aux principaux opérateurs télécoms européens de partager les données de localisation de leurs abonnés recueillies grâce au téléphone portable. En France, Orange, leader sur le marché avec 34 millions d'abonnés mobiles, a été choisi. Avait indiqué dès la semaine dernière qu'il travaillait d'ores et déjà avec les chercheurs de l'Institut français de la recherche médicale, l'INSERM. On les retrouve. Les données de géolocalisation fournies par l'opérateur scientifique a permis d'évaluer les variations de population avant confinement et après confinement. C'est ainsi que les autorités sanitaires ont pu établir que 17% des Parisiens auraient quitté la ville à ce moment, comme l'avait révélé l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Voilà. Souriez et parlez distinctement, vous êtes écoutés. Enfin, selon France 24 du 18 mars dernier, on remonte un petit peu dans le temps, mais c'est intéressant. La reine mort de l'Union européenne, pour l'interrogation, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, dans les starting blocks de son mandat, alors que l'Europe vit une paralysie sans précédent, tente de reprendre la main. Elle vient de proposer de fermer les frontières extérieures de Schengen aux ressortissants des pays tiers. Soudainement, les frontières existent. Une proposition agréée à l'unanimité mardi dernier. Ce même exécutif européen, accusé depuis des décennies de libéralisme jusqu'au boutiste, est en train de changer radicalement de philosophie économique sous la pression du coronavirus.
À fléau exceptionnel, mesure d'exception. La Commission va utiliser une clause créée lors de la crise économique et instituer, je cite, la clause de suspension générale du pacte de stabilité. Les États sont dégagés de toute contrainte budgétaire, autrement dit, la sacro-sainte règle des 3% du PIB de déficit autorisé est en train de voler en éclats sous les yeux ébahis des observateurs. Bien au niveau de la rubrique, nécrologique ou nécrologique à venir, sait-on jamais. Les personnalités infectées, eh bien, nous pouvons regretter la mort de Manu Dibango, saxophoniste qui est mort à 86 ans du Covid-19. On compte également dans les infectés le prince Charles, mais aussi Boris Johnson, qui vient d'être déclaré positif. Nous terminons sur une note un petit peu plus légère, quoique, dans un article paru toujours dans le Canard, donc le 25 mars dernier, intitulé Pornovirus, plusieurs secrétaires d'État et autres personnalités fondamentales et indispensables à la bonne politique et à la bonne gestion d'un pays, nous le savons tous, se sont échangés quelques messages sur la messagerie Telegram du gouvernement. Nous allons vous en lire quelques extraits. Je vous confirme qu'on limitera Netflix, Apple et YouTube, car ils prennent 25% du réseau, mais en journée et pas le soir, annonce Agnès Pannier-Runacher, la secrétaire d'État à l'économie. Là, on va avoir des émeutes, Cédric, lui répond Marlène Schiappa, prenant à témoin le secrétaire d'État au numérique, Cédric O, car elle craint la réaction des parents qui ne pourront plus coller leur rejeton devant les programmes Netflix. Je ne le dirai pas publiquement, reprend la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, mais la situation et le confinement vont exacerber les tensions. Les gens doivent avoir des soupapes de décompression pour éviter les accès de violence dans les foyers, bien évidemment. Et terminons encore avec un petit extrait de l'article. Sibeth Ndiaye qui reprend, notre chère Sibeth. Ça va être magique de voir Cédric expliquer à la télé. Perso, je ne garantis pas de pouvoir tenir les mômes sans aller au parc et sans regarder Netflix. On va avoir des drames familiaux. Pannier-Runacher, de reprendre. En fait, si tu YouPorn à 22h30, ça gêne personne. Juste une question d'organisation. Voilà. Donc, organisez-vous. Quand est-ce que vous sortez votre bite, quand est-ce que vous la sortez pas. Et Jean-Baptiste Djebari, le secrétaire d'État au transport, de rappeler. C'est noté Agnès, merci pour ce conseil précieux. Pannier-Runacher de reprendre, tu peux toujours compter sur moi. Cédric O. Jeb. C'est leur petit nom entre eux, hein, Djebari, Jeb. Si jamais tu préfères que l'on priorise YouPorn par rapport à Netflix, n'hésite pas à le dire, on relaiera. J'ai prévu d'appeler YouPorn et Pornhub. Schiappa de reprendre. YouPorn, tu peux toujours demander à des gens de t'envoyer des contenus amateurs. Netflix, c'est pour les familles. Pannier-Runacher de reprendre. Je trouve que tu t'assagis beaucoup, Marlène. On s'est rigolé quand même au gouvernement. Schiappa interloqué. C'est la proposition de trouver des contenus porno amateurs qui te fait dire ça. Cédric O de reprendre, cette crise donne quand même l'opportunité de vivre des moments de vie inoubliables. Ndiaye de terminer, et des dialogues entre ministres qui resteront dans l'histoire de France. Espérons également que nos chers ministres et secrétaires d'État auront moins de place dans notre histoire de France. Bien, je repasse la parole au camarade Perceval. Chers amis, chers auditeurs, portez-vous bien. Tant qu'il y a des clopes et du café, tout va bien, entre guillemets. Vivement la fin, vivement le jugement. À la prochaine. Merci mon cher François-Xavier. Nous arrivons effectivement à la fin de cette revue de presse mouvementée. Si vous avez d'autres infos importantes, partagez-les nous en commentaire. Si vous avez apprécié ce petit intermède, n'hésitez pas à nous encourager en mettant un petit pouce bleu, en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux et en nous donnant du pognon sur Tipeee. Si vous êtes infirmière, hospitalier, journaliste, policier, militaire, fonctionnaire à la préfecture ou à la mairie, et que vous avez des témoignages ou des infos de terrain à nous partager, envoyez-nous un courriel à lorraine.enragé@gmail.com. On se retrouve bientôt pour de nouvelles chroniques, lectures de témoignages et revues de presse dans les prochains jours. Chers auditeurs, ne passez pas tout votre temps à vous informer, mais écoutez Radio Lorraine Enragée. C'était François-Xavier Perceval. Que Dieu vous garde, et n'oubliez jamais ce que dit le menhir, la vie commence toujours demain.